deuxième vainqueur français de ce Tour de France. Kevin Vauquelin en 2 étapes. Pour l'instant, le Tour est bleu, blanc, rouge. Incroyable. Quelle journée. Effectivement, quel début de Tour. Oui, comme quoi, moi, il était énormément déçu d'avoir perdu le championnat de France contre la montre l'autre jour. Moi, j'étais sur place, je l'ai croisé. Écoute, il a même pleuré puisqu'il était énormément déçu. Mais je lui ai dit, écoute, t'es l'avenir dans les championnats de France contre la montre. En France, il n'y en a aucun qui va te dominer. Et vous voyez comme quoi on peut être très déçu quand on loupe un titre de champion de France contre la montre pour 3 secondes et se refaire une belle victoire comme ça sur le Tour, c'est extraordinaire. Ouais, magnifique victoire donc de Kevin Vauquelin et Pascal. Et ben dis donc le cyclisme professionnel français est au top du top sur ce début de Tour de France. Ouais, déjà avant le départ de ce Tour de France, les Français avaient énormément gagné sur les routes du monde entier et vous savez, c'est pas si facile de pouvoir concrétiser sur ce grand événement mondial cycliste. Et en l'occurrence, le fait de gagner 2 étapes coup sur coup, sur 2, c'est juste incroyable, c'est phénoménal. Ouais. Bravo les Français. C'est absolument fou ce que sont en train de faire les Français. Alors on est désormais à 55 secondes après. Remco effectivement est revenu, est en train de revenir effectivement sur Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard qui ont continué d'accélérer. Ils avaient plus de 3 minutes au moment d'attaquer. Ils ont seulement 1 minute et 45 secondes là de retard pour le moment au minimum, et ils sont dans cette dernière ligne droite. Est-ce que donc il va y avoir une attaque particulière? Je ne pense pas. Ils vont il regarde derrière lui Tadej Pogačar, il a l'air de faire signe, écoute, vas-y, attaque-moi si t'as envie. Jonas Vingegaard, mais ils vont finir dans la même roue, j'ai l'impression, et le maillot jaune sera sur les épaules de Tadej Pogačar à l'heure de quitter Bologne ce soir. Il n'y a pas d'attaque sur cette dernière ligne droite, il ne semble pas y en avoir en préparation non plus, et Remco Evenepoel, ça y est, voilà donc qui est revenu au sein de ce groupe. Il a quasiment fait le travail. L'attaque quand même du coureur de la Total qui essaye de mettre un petit peu le boxon. Tadej Pogačar qui suit pas vraiment l'attaque. La vraie réaction a été celle de Jonas Vingegaard qui termine juste devant Tadej Pogačar, mais ils vont finir tous dans le même temps. Le maillot jaune pour Tadej Pogačar, si je me trompe pas, Pascal Chanteur, Vincent Barthaud. Il y a Evenepoel qui on va attendre encore un peu, mais Evenepoel a fait 8e de l'étape et je crois que là il lui met 2 1. Alors attention, 2 coureurs. Non, il y a juste Vingegaard entre Pogačar et Evenepoel, donc a priori ça devrait donc être Pogačar puisque ça se joue à la place. Il ne faudrait pas qu'il y ait un temps entre Vingegaard et Pogačar. Oui, parce qu'il a laissé 2-3 mètres effectivement. Ouais. Et dans ce cas-là, ce serait Evenepoel alors. Dans ce cas-là, ce serait Remco Evenepoel, effectivement. Oh là là, on a hâte d'avoir la décision. Clément est dessus. Mais en tout cas, quelle arrivée du côté de Bologne aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu peu d'attaques dans la journée, mais c'est parti un petit peu en sucette au moment du premier passage à San Luca. Et qu'est-ce qu'on est heureux de voir Kevin Vauquelin comme ça, heureux de cette victoire sur le Tour de France. Victoire sur le Tour de France à 23 ans. Ah mais 2 victoires en 2 jours. Et ouais. Après Romain Bardet, 33 ans hier. Eh bien, Kevin Vauquelin, 23 ans aujourd'hui, 10 ans de moins, mais début de carrière pour Kevin Vauquelin, toujours très jeune, et avec son maillot Arkea BNB Hotel, il s'impose donc aujourd'hui du côté de Bologne. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour faire un point sur le classement. Qui sera maillot jaune? Vous saurez tout dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, il est à 99 centimes. Le concombre ? Eh oui, dès demain chez Lidl, le concombre est à 99 centimes la pièce. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Et avec l'application Lidl Plus, le concombre est à 79 centimes, soit moins 20%. Ils s'encombrent vraiment pas. On est mal. Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio Bergerac 95.5. Sud Radio. Cet été, avec le pass Ulysse, une offre exceptionnelle. Des minutes de plus de... Les chipots, faut les percer ou pas? Je sais jamais. On en perce une sur 2. Banco. Passez moins de temps au péage et plus de temps en vacances avec le pass Ulysse. 2 € par mois et 0 € quand vous ne l'utilisez pas. Ulysse. Et c'est réglé. Voir conditions sur ulysse.com.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio. Kevin Vauquelin, le coureur normand de l'Arkea B&B Hotel, vient de remporter la deuxième étape du Tour de France entre Cesenatico et Bologne. Deuxième victoire française en 2 étapes de ce Tour de France. Romain Bardet, vainqueur hier, n'est plus maillot jaune. Le maillot jaune est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, calculé dans le même temps donc que Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Et du coup, ça se joue à la place. Ça se joue à la place, exactement. Et donc le maillot jaune est déjà sur les épaules de Tadej Pogacar, qui voulait a priori le garder en Italie. C'est pas une énorme surprise non plus. Non, c'est pas une énorme surprise. Et on se posera la question dans quelques minutes. On aura le temps de débriefer. Mais êtes-vous plus surpris par l'attaque de Tadej Pogacar ou la réponse de Jonas Vingegaard aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? On aura le temps d'en discuter. Continuons sur le classement. On a donc Tadej Pogacar en jaune aujourd'hui. Ça c'est un point important. On a Kevin Vauquelin vainqueur. Est-ce qu'on aurait imaginé ce scénario, Vincent Barthaud, avant d'attaquer l'émission aujourd'hui? Parce que moi dans mon oreillette on m'aurait pas dit ça, hein. Je te le dis honnêtement. Ah non, jamais on nous aurait dit avant de partir, les 2 premières étapes vont être pour les Français. C'est incroyable. On a eu beaucoup de chance hier avec Romain Bardet, même s'il a été la chercher, mais c'est vrai que son coéquipier lui a fait une petite faveur. Et puis aujourd'hui, ce numéro de Kevin Vauquelin qui mérite amplement cette victoire, c'est incroyable. Alors d'un autre côté, on est un petit peu déçu pour Bardet car il perd son maillot jaune, mais encore une fois, 2 victoires françaises en 2 jours. Ouais, ça fait très longtemps où je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du cyclisme en fait. Ouais, on va essayer de regarder ça, mais c'est vrai que ça me paraît très difficile que cherchez-moi le Normand là. Hein. Je cherche des Normands, j'en cherche partout. Alexis Goujard est Normand, mais est-ce qu'il a gagné sur le Tour? Il me semble pas. Paul Lapéra sera peut-être vainqueur d'une étape durant ce Tour de France. Il est Normand, Paul Lapéra, je suis pas fou. Exactement. Mais voilà, oui, Lapéra, il peut très bien gagner une belle étape. Hein. Oui, il a quand même les qualités pour. Non, mais c'est vrai que je galère à trouver des. Le vrai problème, c'est que le Normand joue pour l'Espagne. Oui. C'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi j'essaie de te sortir du truc, tu vois. Est-ce que attends, j'ai peut-être une idée moi. Tiens sur parce que quand même il nous pose une colle. Après il nous met dans la sauce. Parce que vous avez tout, vous avez les stades, vous êtes équipés de tout. Je me dis tiens ils vont trouver. Attends, j'ai peut-être une petite idée. Hop là, tac. Est-ce qu'on a une victoire parce que je pense à Guillaume Martin. Il est pas normand. S'il est normand, mais il n'a pas gagné d'étape sur le Tour. Il n'a jamais gagné d'étape. Et non, il n'a pas gagné d'étape sur le Tour. Non. Mais Guillaume Martin, il a gagné le classement de la montagne du Tour d'Espagne, mais il n'a pas gagné d'étape sur le Tour de France. Guillaume Martin, qui est normand. Mais voilà, il a fait 8e du Tour de France, on vous le rappelle, en 2021. 9e du Tour d'Espagne en 2021 aussi. Il avait fait une incroyable année 2021. Il est aussi un excellent écrivain. Voilà, sachez-le. Tout comme Vincent Barthaud, qui est désormais un grand écrivain aussi. Dans un instant sur Sud Radio, on va se poser plein de questions sur cette deuxième étape entre Cesenatico et Bologne. Et on vous le rappelle, la victoire de Kevin Vauquelin, le coureur d'Arkea B&B Hotel. Et on a donc un coureur pas très connu en tête du Tour de France désormais, avec le maillot jaune sur les épaules. Il s'appelle Tadej Pogacar. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Sport, Alexandre Priam. Et Sud Radio fait son Tour de France dans cette deuxième étape du Tour entre Cesenatico et Bologne. Victoire de Kevin Vauquelin, le Français, le coureur d'Arkea B&B Hotel, qui donc s'est imposé après la côte de Son Luca. Il a éliminé la concurrence, Abrahamson et Nelson Oliveira, sans même se lever de sa selle. Il était plus fort que les autres, Kevin Vauquelin. Deuxième victoire française en 2 étapes de ce Tour de France. Vous êtes sur Sud Radio avec Vincent Barthaud, Pascal Chanteur, nos consultants, avec nos spécialistes Quentin Cavanis, Clément Combe, et on a désormais un homme en jaune. Il s'appelle Tadej Pogacar. Il va donc revêtir le maillot jaune de leader du Tour de France durant le protocole. Pas mal de choses à évoquer durant ce prochain quart d'heure. La fin donc du passage en jaune de Romain Bardet après son succès hier. On a aussi Guérin Thomas qui est sorti du peloton. On va surveiller son temps d'arrivée parce que ce sera important de le signaler aussi.
Mais avant toute chose, revenons sur cette attaque de Tadej Pogačar, Pascal Chanteur, Vincent Barthaud, une attaque qui avait, semble-t-il, donc été préparée. On voit Yates qui mettait un tempo idéal en tête de ce groupe dans ce groupe de coureurs, d'une trentaine de coureurs dans la côte de San Luca. L'attaque a été très tranchante. Avant de parler de la réponse de Jonas Vingegaard, avec vous deux, parlons quand même d'abord de cette attaque, une attaque type Pogačar, le long des balustrades, avec pas mal de vigueur quand même, Pascal Chanteur. Non, mais à l'image des attaques de Pogačar, elles sont systématiquement tranchantes. Il a un pouvoir d'explosivité incroyable, et puis surtout c'est de maintenir la pression comme il arrive à le faire, à tenir à des hauteurs de pulsation énormes, et surtout alors Tadej on connaît, on sait de ce qu'il vaut, parce que le Giro, parce que depuis le début de saison il est intouchable. Et bien, moi, celui qui m'épate vraiment, et on l'a dit pendant le direct, c'est Vingegaard. Il a su répondre à l'attaque, même si dans la bosse, j'ai trouvé qu'il se remettait en danseuse, qu'il s'asseyait, qu'il se remettait en danseuse, alors que Tadej était tout dans la vélocité et assis, à l'image quand il est en super condition. Mais par contre, j'ai trouvé derrière Vingegaard très alerte, très concentré dans la descente. Hyper fluide, jamais à l'arrache, jamais en difficulté, avec une vélocité importante. Donc non, je suis réellement très surpris de la condition athlétique de Vingegaard sur ces 2 premiers jours de Tour de France. Est-ce que l'attaque tranchante de Tadej Pogačar, Vincent Barthaud, est tout aussi, sinon moins impressionnante que la réponse de Jonas Vingegaard qui s'est collé à sa roue? Oui, non, c'est surtout Pogačar, on savait qu'il était capable de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, mais Vingegaard, on ne savait pas justement s'il allait pouvoir le suivre. Donc la plus grosse surprise, c'est Vingegaard, puisqu'il a réussi à tenir la roue de Pogačar, et ça, quand on n'a pas couru pendant 3 mois, et avec les blessures qu'il a eu avant, on sait qu'il s'est très bien entraîné, on sait que s'il arrive sur le Tour, c'est pour essayer de gagner. Maintenant, sa chute sur le Tour du Pays Basque quand même qui a été le moteur effroyable, clavicule. Oui. Alors maintenant, on n'est qu'en début de tour. Hein. Attention, il peut peut-être avoir un contre-coup dans les prochaines étapes, mais on va vite le savoir, hein, puisque la montagne arrive très vite. Un contre-la-montre va aussi arriver très vite dans la première semaine. Donc on en saura plus. Aujourd'hui, je crois qu'aussi il faut parler qu'il y a un grand perdant, c'est Roglic. Hein. On n'a pas eu le temps d'en parler, on en parlera tout à l'heure, mais il a été distancé, il a perdu pratiquement un peu plus de 20 secondes sur Vingegaard et sur Pogačar. Ça, c'est un peu surprenant. Oui, je voulais l'évoquer après, justement, parce qu'il arrive dans un groupe avec Giulio Ciccone, avec Romain Grégoire, hein, qui fait belle course quand même, hein, dans un groupe qui finit à 21 secondes, avec Van Gils, avec Carlos Rodriguez, Enric Mas, Romain Bardet, hein, fait partie de ce groupe, Egan Bernal. Ce qui est surprenant sur Roglic, c'est qu'il la connaît bien cette ascension de San Luca, parce qu'il a gagné 2 fois ici. Il avait battu Pogačar. Il avait battu Pogačar, donc c'était un final qui lui convenait énormément bien. Il aurait dû être avec les meilleurs. Bon, aujourd'hui, il a peut-être un jour sans. Et puis juste pour finir, première victoire d'Arkea sur le Tour de France. Aujourd'hui, c'est magnifique. De l'histoire d'Arkea sur le Tour de France. Pourtant, oui, l'équipe, c'est la première fois que Arkea gagne sur le Tour. Alors qu'il y avait, ils avaient tenté pourtant les années précédentes avec Barguil et tout ça, sur des grosses échappées avec plusieurs coureurs même. Ça n'a pas été la meilleure réussite sur le Tour. Non, ça n'a pas été la meilleure réussite effectivement d'Arkea. Effectivement, je voulais revenir d'abord sur ce groupe qui a entouré donc Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, parce que ce groupe-là aujourd'hui, il a été composé de Gega quand même. Gros travail, parce que lui, il faisait partie du groupe de tête, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Il a réussi à s'y greffer, un des derniers. Mais il s'y greffait quand même avec réussite. On parlera aussi de la course de Richard Carapaz, hein, qui est venu dans ce groupe-là, qui a réussi avec Remco Evenepoel à revenir sur Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Ils ont fini tous ensemble. Et donc derrière, je parlais d'un autre groupe d'une dizaine de coureurs. Je vais les nommer: Giulio Ciccone, Romain Grégoire, Félix Gall, Max Van Gils, Carlos Rodriguez, Enric Mas, Ayuso, Bardet, Bernal, Jorgensen, Guillaume Martin, on en parlait il y a quelques instants, Peyo Bilbao, Primoz Roglic, Vlasov, Simon Yates, Tom Pidcock, Joao Almeida, Adam Yates faisait aussi partie de ce groupe-là. Hindley, Landa, Buitrago. Non, pas Buitrago. Buitrago, c'est justement le groupe suivant. Donc quand même, on a du lourd. Hein. Ils sont à combien ceux-là ?
À 21 secondes derrière. Donc finalement, Bardet est pas si loin. Bardet au classement général. Bardet est à 6 secondes au classement général. Seulement 6 secondes. Ouais, voilà, il perd son maillot pour 6 secondes. Parce qu'en fait, Pogacar ni Vingegaard ne prennent des bonifications au sommet de la côte de San Luca et à l'arrivée. Les deux sont pour Vauquelin qui avait déjà 29 minutes de retard. Ce qui nous amène donc à un classement général assez particulier, assez même rare pour des coureurs qui ne sont pas sprinteurs, parce que quand on est sprinter, vous savez, on prend des bonifs. Là, il y a les 4 leaders, parce qu'il y a 4 leaders de ce Tour de France, n'ont pas pris une seule bonif, ils sont tous dans le même temps. 9h, 53 minutes, 30 secondes. Et ils sont Tadej Pogacar, premier, deuxième, Remco Evenepoel, troisième, Jonas Vingegaard et quatrième, Richard Carapace. Pascal Chanteur, 4 coureurs à égalité en tête du Tour de France, à égalité en termes de chrono. Est-ce que c'est courant ou pas pour ceux qui ne suivent pas vraiment le cyclisme au quotidien? Non, c'est pas courant, mais les physionomies de départ du Tour de France depuis quelques années ont cette tendance, et on le disait hier et on va le redire aujourd'hui, les organisateurs attachent une attention particulière à la sécurité depuis de nombreuses années, et le fait d'avoir ce genre d'étape en début de Tour de France permet aux coureurs de savoir où ils en sont et d'avoir moins de frottements entre eux, et à partir de là, eh bien, on voit encore aujourd'hui, on n'a pas de chute à déplorer. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et la physionomie et la mise en place des parcours, eh bien, en fait partie. Ouais, c'est vrai que voilà, j'ai feuilleté Vélo Magazine ces derniers jours et il y avait un appel global. Attention aux coureurs, moins de chutes s'il vous plaît, une meilleure organisation. On l'a revu durant l'étape d'ailleurs. Plutôt dans l'étape où le peloton, il y a un coureur de F qui met un coup d'épaule involontaire, mais une personne qui est trop proche, qui veut filmer la course. Coup d'épaule, voilà. J'ai pas envie de dire bien fait pour la personne malheureusement, parce que heureusement que le coureur n'est pas tombé et ne s'est pas blessé. Mais attention, on ne rappellera jamais assez. Ça fait du bien de pas avoir de graves chutes. Quelques chutes, mais en début de tour. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques années, ça a été quand même, même l'année dernière, ça a été franchement désolant. Des hécatombes. Ça a été effectivement des hécatombes. Quand on regarde donc ce quatuor de tête là, est-ce qu'on le met en termes de temps? Vincent Barthaud, il est dans le même groupe, 9h53 minutes et 30 secondes, le disait Clément. Est-ce qu'ils sont tous dans le même groupe pour la victoire finale? Non. Non, Quentin dit non. Vincent Barthaud. Non. Non. Non plus, non. J'ai pas vraiment tout entendu parce que ça passait pas, mais non, je pense pas. Non. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Richard Carapace ont le même temps. Est-ce qu'ils ont le même statut pour une victoire finale à Nice, du coup, en 2024 dans 3 semaines? Non. Non. Il y a toujours Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, non, et Carapace non plus. Même pas le podium, je pense pas, non. Et Vincent, j'ai une question. Est-ce que cette attaque là sur la physionomie de la fin d'étape, ça a pas confirmé la hiérarchie qu'on pensait voir au début de ce tour, c'est-à-dire qu'avec les 2 gros cadors devant qui se suivent et qui vont se tirer la bourre toute la course pendant 3 semaines, et derrière, qui va être capable de limiter la casse pour pourquoi pas aller chercher un podium, et c'est Evenepoel et Carapace qui semblent être sans être les mieux sortis aujourd'hui. Oui, c'est Evenepoel s'en est bien sorti quand même, parce que Carapace, lui, il est habitué sur des ascensions courtes et rapides comme ça. C'est un des meilleurs grimpeurs. Il a réussi à limiter les écarts. Evenepoel aussi, mais encore une fois, les deux confirment que ça soit Tadej Pogacar ou Vingegaard, nous confirment que c'est les principaux favoris. Mais encore une fois, on fait que de commencer le tour. Je suis pas inquiet pour Pogacar, mais Vingegaard me surprend. Mais il est pas à l'abri non plus, vous savez, de recevoir un contre-coup. Là, il a du jus, il reprend, il est bien. Voilà, il nous surprend quand même. Mais c'est sur une attaque de 1 ou 2 kilomètres. Maintenant, il va falloir voir dans quelques jours, dans l'étape qui va être difficile à la fin de la semaine, où il en est, et aussi le contre-la-montre individuel qui arrive bientôt. Et puis, il faut pas oublier que l'année dernière, on sentait Pogacar très fort, et puis finalement c'est lui qui a eu le coup de moins bien, Vingegaard qui avait pris le dessus. Exactement. Oui, mais Pogacar l'an dernier, il faut quand même retenir qu'il est arrivé handicapé avec un accident. Il a eu un problème au poignet. Là, il avait le Covid il y a 10 jours quand même. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, visiblement, il a bien repris. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Là, les poumons, il a pas de problème. Il a un énorme foncier avec sa participation au Giro qu'il a gagné et qu'il a dominé.
Voilà, du côté de Vingegaard, il a énormément la classe aussi, mais 3 mois sans compétition, on peut se poser des questions. Encore une fois, même si on sait très bien s'entraîner, ils se connaissent vraiment très très bien, on n'est quand même pas à l'abri de Vingegaard de recevoir un petit plomb, un contre-coup dans la semaine qui vient. Va falloir encore être patient quelques jours. Dans un instant sur Sud Radio, le conseil de classe, commencez à y réfléchir Pascal. Vincent, à votre conseil de classe, on rappelle avertissement, compliment, félicitations. 3 catégories, je veux 3 équipes différentes, s'il vous plaît. Pas comme hier. Pas comme hier, nous dit Quentin. C'est vrai qu'on avait des équipes qui étaient compliments et félicitations. Non, là, il faut 3 équipes différentes. Et pendant que vous réfléchissez, j'ai une petite mention, à un coureur qu'on a assez peu nommé, qui s'appelle Maxime Van Gils, le coureur de la Lotto Destiny, qu'on a vu en tête de course, en tête de peloton à 2-3 reprises. On a vu que la Lotto avait un peu roulé. Et Van Gils, il est 6e du classement général. Il fait un bon travail. Il avait annoncé un petit peu à la Belge avant le Tour de France. Je viens pour porter le maillot jaune. Voilà. À l'RTBF, il s'était exprimé. C'est un coureur très talentueux, 24 ans, Maxime Van Gils, et il est actuellement, donc, à 21 secondes au général, juste derrière Romain Bardet. 6 secondes, Romain Bardet de retard sur ce quatuor de tête. 7e du général, Egan Bernal. 8e du général, Peo Bilbao. 9e, Tom Pidcock. Et 10e, Giulio Ciccone. Demain, on aura une étape sur le plat. On va détailler les prochaines étapes jusqu'au prochain week-end dans quelques instants. Mais avant ça, le conseil de classe. Sud Radio Sport, le conseil de classe. 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. Ils sont 4 à devoir s'exprimer aujourd'hui. Qui veut s'élancer en premier sur les avertissements? Parce que hier, j'ai lancé d'abord... Pascal. Pascal veut s'élancer en premier sur les avertissements. On t'écoute, Pascal. Avertissement à quelle équipe? EF. Alors EF, pourquoi? Ah oui. EF, oui. Alors pourquoi? Parce que ils courent à contre-temps. Ils auraient dû d'abord mettre un coureur en tête de course dans l'échappée. On voit Benelli, ça fait 2 jours qu'il court à contre-temps. Alors Carapaz termine avec Evenepoel. Mais à côté de ça, je pense que Dimension aurait dû être devant aujourd'hui. Donc tu nous mets un avertissement donc à EF aujourd'hui, qui a pas très bien roulé. C'est vrai que il y a quand même Richard Carapaz qui est bien placé quand même. Ouais, Benelli qui est encore sorti pour rien. Ouais, alors ça oui. C'est vrai que, mais en fait, j'ai l'impression que le leadership n'est pas tout à fait clair dans cette équipe. Il n'était pas peut-être parce qu'il y a aussi Nelson Powless qui est un drôle de coureur, mais voilà, c'est pas tout à fait. C'est vrai que des petits doutes sur la stratégie, ça à croire qu'ils auraient recruté des stratèges de la Movistar. Peut-être. C'est là que tu voulais en venir. Oui, c'est exactement là que je voulais en venir. Donc avertissement à EF Education Easy Post. Pour toi, Vincent, avertissement à qui? Moi, je vais mettre à Red Bull la Bora Hansgrohe là par rapport à Roglic. Je comprends pas qu'il l'ait pas mieux placé que ça. On les a pas souvent vus aux avant-postes. C'est quand même un peu surprenant. Donc attention à la suite. Qui aurait pu l'aider? Je vais nommer les coureurs quand même. Vlasov, qui a fini en fait dans le même temps que Roglic, mais c'est-à-dire pas top. Matteo Sobrero peut-être, à Bob Jungels, à Jay Hindley, lui aussi qui a fini un petit peu dans le même temps. Nico Dens. C'est vrai que on n'a pas vu un élan collectif autour de Primoz Roglic pour le protéger. Ouais. Non, et puis surtout, si il a en tant que leader, il a une légère défaillance. Effectivement, on l'attend, mais il y a des coureurs comme Jeff Hindley ou Vlasov qui auraient pu très bien être accompagner le premier paquet, ou du moins d'être avec Vingegaard et Pogacar. Ils y sont même pas. Ouais, exactement. Et donc avertissement à cette équipe de Red Bull. Bora Hansgrohe, Quentin Cabanis. Moi, je vais partir sur la Lidl Trek. Et encore une fois, on a vu rouler pour essayer de revenir sur l'échappée et qui a roulé encore une fois pour rien. C'est vrai que la Lidl Trek ça fait 2 jours de suite qu'ils essaient de maîtriser de l'échappée et qui finit au bout. Ouais, Clément. Astana. Je sais que les sprinteurs c'est compliqué sur des débuts de course, que Mark Cavendish n'a pas le profil physique pour tenir sur ses débuts d'étape, mais se retrouver à 80 bornes de l'arrivée avec 5 coureurs devant la voiture balai, ils sont encore en course, les délais, normalement ils devraient rentrer dans les délais, mais c'est bon, ils sont arrivés. Ils sont arrivés, bon, très bien, mais ce que je veux dire c'est que est-ce qu'il va tenir la première semaine, quoi?
En tout cas, demain, il a un sprint a priori à devoir gérer. Voilà, mais il gagne demain et puis son tour est fini, il rentre chez lui, il a le record et puis. Oui, mais donc, je trouve ça très curieux quand même comme choix sur un grand tour. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que t'as pas la sensation qu'il a le niveau pour faire ce Tour de France actuellement, Mark Cavendish. C'est pas ça. C'est pourquoi prendre un pur sprinter en tant que leader d'équipe si c'est pour qu'il fasse quoi 10 jours. Alors il peut avoir une victoire d'étape, mais en termes de stratégie, il y a des équipes dans les livres d'histoire, il y aura le nom de l'équipe à côté de porté par Mark Cavendish. Après, ça sera le plus grand vainqueur de tous les temps. On sait bien que depuis plusieurs années, c'est le grand tour, il n'est pas forcément fait pour les sprinters et qu'il y a quand même une tendance à vouloir favoriser le parcours pour les punchers, les victoires d'étape pour les punchers et les montagnards. Mais quand même, c'est un choix que je trouve curieux. On passe aux compliments. Entraîné par les meilleurs, j'ai très vite atteint le sommet. Compliment. Au fond, je crois que je suis allé au bout des choses. Et le seul truc qui me manque, c'est l'amour. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour. Quentin Cavendish qui est bardé d'amour, semble-t-il. Compliment comme à qui on va accélérer. Voilà, exactement. Romain Bardet d'amour. Pourquoi pas. On va accélérer un peu sur les compliments, Quentin Cavendish. UAE pour être allé chercher le maillot jaune aujourd'hui. Voilà, ils ont géré leur étape, ils ont été chercher le maillot. Ça devait être l'objectif du jour, donc voilà. Clément. Visma. Ils ont tout bien cherché le maillot. Justement, c'est très bien. C'est très bien. UAE qui se fait larguer Polite et c'était Nils Polite et Tim Wellens dans la côte, dans la première ascension dans le Monte Calvo. Alors et ils vont devoir bosser là sur les prochains jours pour protéger Pogacar. Je pense que ça va aller pour eux. Tout est bien fait pour Visma et ils prennent pas le maillot jaune. Ok, donc compliment à Visma pour Clément. Vincent. UAE aussi pour moi. UAE parce que pour Vincent. Effectivement ils ont bien géré, ils ont pris les risques d'attaquer Pogacar, il y a rien qui le retient, donc ils ont fait la course derrière les hommes de tête, mais ils ont tout fait pour faire bien et prendre le maillot jaune aujourd'hui, même si c'est très tôt du départ du Tour de France, mais je pense que pour l'instant c'est l'équipe qui est à battre en fait. De ton côté, Pascal? UAE pour les mêmes raisons, pas de faute, pas besoin de rouler tout au long de la journée pour prendre un maillot tant convoité, une attaque, deux champions en tête. On voit un Pogacar serein et prendre le maillot, c'est magnifique. Place aux félicitations. C'est le talent. Félicitations. T'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. Son prochain challenge est là. Est-ce que je suis prêt à encore aller plus haut? Aller plus haut. Aller plus haut. Décidément, ce soir c'est musical Quentin Cavendish. Tout ça pour faire des chèques à la SACEM. C'est toi qui vas t'en occuper. Félicitations à qui? Alors qui ne met pas Arkea? Tout le monde met Arkea? Tout le monde met Arkea. Pourquoi Arkea, Pascal et Vincent? Pourquoi Arkea? Parce que tout simplement, ils galèrent quand même depuis des années. Ils ont toujours été, Manu Hubert, le manager, et qui est un mec formidable, a toujours essayé de faire au mieux dans son équipe et il est enfin récompensé aujourd'hui. Donc on peut que les féliciter. Comme quoi, c'est jamais facile de gagner sur le Tour, mais là aujourd'hui, ça a été leur journée et vraiment, je pense qu'ils le méritent. Ouais, et c'est vrai qu'on parle de 2 victoires de coureurs français, Pascal Chanteur, hier et aujourd'hui, mais c'est la première victoire d'une équipe française aujourd'hui. Non, mais Arkea, pourquoi? Deux hommes dans l'échappée, un Kevin Vauquelin, comme on l'a dit, aérien, qui a suggéré ses forces, qui a attaqué au bon moment, qui s'est débarrassé de ses 2 derniers adversaires dans la dernière ascension. Et puis qui a fini en trombe. Non, c'est juste magnifique. On parlait du tableau noir hier, c'est encore une fois du tableau noir aujourd'hui. Très beau travail. Très beau travail de toute l'équipe Arkea. On pense évidemment au travail de ceux qu'on ne mentionne pas assez souvent, Yvon Le Danois et Sébastien Hinault, les directeurs sportifs de cette équipe française d'Arkea BNB Hotel, vainqueur aujourd'hui grâce à Kevin Vauquelin. Dans un instant sur Sud Radio, on est avec le secrétaire national du Secours Populaire, Christian Lampin, pour une magnifique initiative autour du Tour de France.